Le Tupolev Tu-95 et sa confrontation stratégique avec le F-22 Raptor sont au cœur d'un débat qui génère des répercussions croissantes dans les cercles d'analyse géopolitique et de défense à travers le monde. En analysant ce scénario avec rigueur, ce qui retient véritablement l'attention des spécialistes n'est pas la comparaison technique entre deux appareils de générations radicalement différentes, mais la question doctrinale bien plus profonde que cette confrontation soulève. Dans la guerre aérienne contemporaine, la sophistication technologique suffit-elle réellement à garantir la supériorité stratégique? Si vous souhaitez comprendre les grands enjeux géopolitiques mondiaux avec une analyse sérieuse, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Pour contextualiser ce dossier, il convient de rappeler que le Tu-95, désigné Bear par l'OTAN, effectua son premier vol en 1952 et constitue aujourd'hui l'un des rares appareils militaires encore opérationnels, dont la conception remonte à l'ère des premiers bombardiers stratégiques de la guerre froide. Propulsé par 4 turbopropulseurs NK-12, les plus puissants jamais produits en série, dont les hélices contrarotatives atteignent des vitesses supersoniques en bout de pale, cet appareil génère une signature acoustique et radar considérable. À l'opposé, le F-22 Raptor, entré en service au début des années 2000, représente ce que la technologie américaine a produit de plus avancé en matière de chasseurs de supériorité aérienne. Furtivité quasi totale, supercruise à Mach 1,8 sans post-combustion, radar à réseau actif, capable de détecter des cibles à plus de 200 km. Sur le papier, la confrontation semble déséquilibrée à l'extrême. Dans les faits, l'analyse révèle une réalité bien plus nuancée. En examinant les incidents documentés de ces dernières années, un schéma récurrent se dégage. Le 4 juillet 2015, 4 Tu-95 ont survolé le Pacifique, contraignant des F-22 à décoller en interception d'urgence. En décembre 2024, des bombardiers russes ont maintenu une présence de plusieurs heures dans l'espace aérien arctique, escortés par des chasseurs Su-35, dans ce que les analystes ont unanimement qualifié de démonstration de projection de puissance planifiée. Plus récemment, en juillet 2025, le NORAD a documenté un vol de 15 heures incluant un ravitaillement en vol, soulignant la capacité russe à maintenir une présence aérienne stratégique prolongée. À chaque fois, les chasseurs occidentaux ont décollé, non pour engager, mais pour escorter, photographier et signaler, une posture défensive qui illustre précisément le paradoxe au cœur de ce dossier. Ce que les experts en stratégie aérienne soulignent avec insistance, c'est que la question pertinente n'est pas de savoir si le F-22 pourrait neutraliser un Tu-95 dans un engagement direct. La réponse à cette question est techniquement évidente et favorable aux chasseurs américains. La vraie question est de savoir si le F-22 peut empêcher le Tu-95 d'accomplir sa mission. Et c'est ici que l'analyse devient particulièrement instructive. Le bombardier russe n'a en effet pas besoin de pénétrer l'espace aérien ennemi pour constituer une menace opérationnelle réelle. Son armement principal, le missile de croisière Kh-101, d'une portée documentée supérieure à 4000 km, lui permet de libérer sa charge utile depuis une position située profondément à l'intérieur de l'espace aérien russe, bien au-delà de toute possibilité d'interception préventive par les chasseurs occidentaux. Le Tu-95 s'est ainsi transformé, au fil des décennies, d'un bombardier stratégique conventionnel en une plateforme de lancement de missiles de longue portée, une évolution doctrinale dont l'impact sur les équilibres de dissuasion mérite une attention analytique soutenue. L'aspect le plus préoccupant pour les analystes de défense concerne l'évolution des capacités de production industrielle russe dans ce domaine. Selon les estimations disponibles, la cadence de production annuelle du missile Kh-101 serait passée de quelques dizaines d'unités à une projection dépassant les 600 exemplaires par an à l'horizon 2025-2026. En analysant ce chiffre dans une perspective opérationnelle, ses implications sont considérables. Un volume de missiles de ce niveau permettrait théoriquement des scénarios de saturation des systèmes de défense antimissiles, dans lesquels même un taux d'interception élevé laisserait un nombre significatif de vecteurs atteindre leurs objectifs. Cette logique de saturation quantitative, face à la précision qualitative des systèmes défensifs, constitue l'un des débats centraux de la planification stratégique occidentale contemporaine. Il convient également d'examiner la dimension psychologique et diplomatique de ces opérations, qui n'est pas secondaire. Chaque interception d'un Tu-95 par des chasseurs de l'OTAN génère des coûts opérationnels réels. Heures de vol, carburant, usure des appareils et sollicitation des équipages. Une présence aérienne russe prolongée et répétée près des frontières de l'Alliance
force une réponse permanente qui mobilise des ressources considérables, indépendamment de tout engagement direct. Cette forme de pression asymétrique, où un appareil ancien et peu coûteux à opérer contraint une réponse technologiquement sophistiquée et financièrement onéreuse, représente en elle-même une forme d'efficacité stratégique que les planificateurs militaires russes ont visiblement intégrée dans leur doctrine. Face à cette réalité, les prochains développements à surveiller concernent l'évolution des systèmes de défense antimissiles occidentaux, la modernisation progressive de la flotte de Tu-95 restante, estimée à une quarantaine d'appareils opérationnels, et la capacité des membres de l'OTAN à coordonner des réponses collectives efficaces face à des scénarios de présence aérienne prolongée. La question que ce dossier pose en définitive au débat public est fondamentale. Dans un environnement stratégique dominé par les missiles de longue portée et les logiques de saturation, quelle est la valeur réelle de la supériorité technologique dans le domaine aérien? La réponse conditionnera en large partie les choix d'investissement en matière de défense pour les décennies à venir.